Arc-en-Ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et nous sommes heureux d'être en ligne aujourd'hui pour une thématique de taille, ces recteurs qui se trouvent sur la tête d'un grand nombre de mosquées sur le territoire français et nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Chérif Younes. Bonjour. Bonjour. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Chérif Younes est fils d'un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, 38-45, qui avait participé à la libération de la France. Il a été lui-même sous-officier de réserve, c'est un universitaire et il travaille dans la fonction publique. Membre associatif pour les droits de l'homme, il a été aussi acteur de l'islam en France dès 1978, en tant que membre de l'Association des étudiants islamiques de France, créée par le professeur Hamidullah. Il est l'auteur de plusieurs articles sur différents domaines, dont l'islam, le dialogue interreligieux et surtout la question de la représentativité des musulmans de France. Et effectivement, c'est l'objet de notre intervention de ce jour. Monsieur Chérif Younes, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et bonne année et meilleurs vœux et à vous et à vos proches. Merci de m'inviter et de pouvoir m'exprimer et on va essayer d'apporter un éclaircissement sur la situation actuelle qui effectivement est assez, j'allais dire dramatique, mais catastrophique, parce que le musulman en France aujourd'hui est totalement désemparé, parce que aussi effectivement il y a ce problème de représentativité, notamment à travers les différentes mosquées où se trouvent effectivement tous ces autoproclamés recteurs. Exactement, et c'est le sujet de ce jour, les recteurs rois de la République. Avant tout, si vous le permettez, qu'est-ce que c'est qu'un recteur? Un recteur, en principe, tout d'abord, il faut savoir que on le trouve dans l'enseignement. Donc le recteur gère tout un espace, une région, hein, l'inspection académique et le rectorat, donc, gère les établissements scolaires, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Et donc c'est vraiment réservé à l'enseignement, le mot recteur. Par contre, ça c'est dans le domaine public, mais son origine, elle est religieuse, elle est chrétienne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseignement, jusqu'en 1882, était tenu par l'Église. C'est-à-dire l'école, c'était une école religieuse. C'est en 1882 que va être introduite la laïcité de l'école. La laïcité de l'école qui va intervenir avant la laïcité de l'État, qui lui c'est 1905 avec la séparation des pouvoirs spirituels et temporels. Donc on est déjà bien avant parce que il y avait besoin de scolariser les élèves et pour pouvoir les scolariser en masse, il fallait rendre l'école obligatoire. Et donc cette laïcité va intervenir et le pouvoir public va quand même conserver les structures existantes, même si elles deviennent laïques, et il va conserver par exemple le terme du baccalauréat, qui est un terme chrétien, qui sanctionne des études chrétiennes, catholiques, et il va garder aussi les fêtes religieuses que tout le monde connaît aujourd'hui, et il va garder bien entendu l'appellation recteur pour l'enseignement. Donc pourquoi? Parce que c'était à l'époque, avant que ça devienne laïque, c'était un prêtre qui gérait un ensemble d'établissements scolaires et qu'on appelait recteur. Il y a une autre signification aussi religieuse dans le mot recteur, c'est les sanctuaires chrétiens qui sont destinés au pèlerinage, comme par exemple à Lourdes. À Lourdes, vous avez des gens qui viennent d'un peu partout pour visiter ce sanctuaire. Et donc, on met un recteur qui est à côté du prêtre du diocèse qui lui gère les pratiquants
sage. Vous voyez, là, il y a une différence. Donc, mais c'est un prêtre, mais il a cette désignation de recteur parce qu'il gère toute une population qui est en mouvement. Ceux qui sont sur place, ceux qui sont sédentaires, ils ont le prêtre habituel. Et c'est pareil, par exemple, à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. On a le prêtre, effectivement, pour les pratiquants du lieu, mais on a aussi un recteur, parce qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui passent, et c'est lui qui est chargé de cette population. Donc, si vous voulez, au départ, ce terme chrétien va être récupéré par l'éducation nationale, et puis on a tout d'un coup l'apparition de ce terme, et par des autodésignés dans des mosquées. D'ailleurs, le mot recteur n'existe pas dans l'islam. On peut être président d'une association, on peut être imam, on peut être quelqu'un qui appelle à la prière, le mot mu'addin. On peut être celui qui fait les cours, souvent c'est un fri, comme on dit, ou les chers, qui donne des toros, qui donne des cours d'enseignement. Il n'y a pas le mot recteur. Le mot recteur, c'est une appellation abusive. Donc ces gens-là n'ont aucune qualité pour se dire recteur. Non seulement ils n'ont pas ni l'instruction, ni le niveau, etc., du vrai recteur, de celui qu'on voit dans l'enseignement, qu'on trouve dans toutes les régions. Celui-là, il dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et ces gens-là, ils se sont attribués un titre. Et en plus, beaucoup parmi eux ne sont même pas instruits. Donc, ils se sont donné un titre abusif qui ne doit pas s'appliquer à l'islam ni aux musulmans. Bon, on peut être directeur, on peut être président de l'association, on peut être secrétaire, on peut être imam, mais sans plus. On peut être théologien. Bon, il n'y en a pas beaucoup en France. Et on peut avoir ce titre-là parce qu'on a fait des études, on est diplômé d'une université islamique ou d'un institut islamique reconnu. Là, on peut se dire, je suis un théologien. Donc, il y a trop d'abus dans les termes, de même que pour être imam, en principe, il faut avoir aussi des connaissances et une qualité, et à savoir sanctionné par des diplômes reconnus des universités musulmanes. C'est pas le cas dans 90%. 90% des gens qui font imam, c'est des auto-entrepreneurs qui se sont auto-formés parce qu'ils ont quelques connaissances d'arabe, etc. Et comme on est dans un pays, malheureusement, il n'y a pas de formation d'imam, il n'y a pas d'école d'imam, les gens, c'est un peu ceux qui ont quelques connaissances. Et comme on dit souvent, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Mais ça leur donne aucune qualité pour interpréter le Coran, parce que parfois il y a des interprétations abusives. C'est le même cas pour ces recteurs. Ils n'ont pas ni les compétences en matière de culture française, ni de culture musulmane, ni de culture religieuse purement, je veux dire, de théologie. Les connaisseurs de théologie, en France, c'est une poignée. Donc, et là, je voudrais quand même insister pour dire qu'en principe, on ne devrait pas les appeler recteurs. Il faut appeler monsieur un tel, monsieur ceci. Voilà. Il faudrait que les gens eux-mêmes récusent cette appellation pour qu'on arrête de donner des titres à des gens qui n'en ont même pas les compétences. C'est comme si vous, demain, vous allez vous appeler monsieur le ministre de votre radio. Mais vous allez prendre le même terme ministre, ou vous allez vous appeler recteur de la radio. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, recteur de la radio. Elle est bonne, celle-là. Voilà, alors, en tout cas, on rit, mais c'est quand même dramatique parce que la situation. Oui, mais le drame, c'est M. Chérif Younes, il est multiple, hein. Donc, on va essayer de développer ça d'une manière un petit peu progressive. Sur premièrement, la représentativité. 2, le pouvoir de ces gens-là. Et surtout, la durée où ils se trouvent sur ce trône, qui s'appelle la mosquée de telle ou la mosquée de telle, parce que le minimum maintenant chez eux, il y a 20 ans, 30 ans, et ils ne veulent pas bouger. Et le plus important, c'est le budget. Premièrement, est-ce que ces gens-là représentent réellement les musulmans en France? Eh ben, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'ils font croire aux autorités, parfois à quelques médias, qui sont effectivement des représentants de cette communauté. Alors c'est vrai que quand on regarde le nombre de musulmans au sein de la population française, on est impressionné parce que ça fait vraiment beaucoup de monde. Mais après, on est quand même frappé par cette représentativité qui tourne autour de quelques noyaux.
c'est toujours les mêmes depuis de trop nombreuses années, incompétents, qui ont un déficit terrible au niveau de la communication, au point que, et alors je parle même pas des oppositions entre eux, même s'ils sont pas nombreux, ils s'opposent beaucoup entre eux. mais ils courent sur des chaises pour s'asseoir dessus et ne plus lâcher leur soi-disant représentativité. Le problème, c'est qu'ils mènent cette communauté vers une impasse. Aujourd'hui, on est défavorablement connu à travers tous les médias. Encore dernièrement, il y a eu l'affaire de cette jeune fille qui a insulté l'islam, les musulmans, etc. sur des réseaux sociaux. Pourquoi nous sommes arrivés à ce point-là? Comment on a fait que cette gamine de 16 ans en arrive à insulter une religion? Ça veut dire qu'elle l'a mal perçue, qu'elle la comprend pas. Et ça, c'est leur mission à ces soi-disant représentants. C'est à eux d'expliquer l'islam, de l'enseigner, l'histoire des musulmans en France, etc. Parce que aujourd'hui, ceux qui en subissent les conséquences, ce sont toutes ces familles, tous ces jeunes qui sortent des universités, qui trouvent pas d'emploi parce que il y a ces préjugés qui sont chaque année augmentés. Chaque fois. On n'arrête pas de dire du mal des musulmans. Et ceux qui en souffrent le plus, c'est les enfants aussi. Parce que quand ils sont dans la cour de récréation, ils entendent des choses. Quand ils sont dans la rue, ils entendent des choses. Quand ils sont à la maison, ils entendent des choses à la télé. Et indirectement, ça les conditionne négativement parce qu'ils disent, j'appartiens à une communauté qui est quand même détestée, qui est rejetée. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas des gens qui sont à la hauteur. On n'a pas des gens capables de pouvoir défendre et de pouvoir avoir des droits de réponse et de rectifier et d'expliquer. Et pourtant, le budget, il est là, M. Cherif Lounès. C'est pas le budget qui manque. C'est pas le budget qui manque, surtout par exemple au niveau de la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon, la mosquée d'Ivry. Bon, ce sont trois mosquées. Et Saint-Étienne. Non, mais je vais vous dire pourquoi ces trois mosquées-là. Oui. Parce que non seulement les mosquées qui reçoivent des subventions, qui sont financées aussi par des pays étrangers. Oui, à Ivry, c'est le Maroc. Paris, c'est l'Algérie. À Lyon, on reçoit des subventions des Émirats. Et puis on reçoit des subventions d'État aussi. Et en plus de tout ça, ce qu'ils ont, c'est la taxe du halal. C'est-à-dire la viande qui est censée être cachère ou halal, comme on dit, halal. Ils touchent des taxes parce que ces trois lieux ont reçu du ministère de l'Agriculture l'habilitation pour donner la certification du halal. Donc, ils ont les tampons qu'ils mettent donc chez des producteurs, chez des éleveurs, etc. Donc ça leur donne des retours financiers extrêmement importants, c'est en termes de millions d'euros, et nous avons aucune transparence. Il y a toutes ces trois mosquées qui reçoivent ça au nom des musulmans, bien entendu, pour les musulmans. On ne sait pas ce qu'ils font de cet argent-là. On n'a jamais su, par exemple, que cette taxe halal a servi à construire des mosquées, à construire une école, ou à financer des projets communautaires. On ne sait pas ce qu'ils font de cet argent. Alors, c'est sûr qu'il y a du personnel qui travaille, qui est rémunéré, des choses comme ça, etc. Mais comme c'est ces trois personnes qui gèrent ça, c'est les trois soi-disant recteurs, celui de Lyon, celui d'Ivry et celui de Paris. Ils sont à la tête du halal. Ils sont non seulement recteurs de leur mosquée, mais ils sont aussi présidents de la taxe du halal. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est une gestion qui est dans la mosquée, mais à part. Et c'est eux qui sont à la tête de cette gestion. Et on n'a aucune comptabilité, on n'a aucun bilan qui est publié. C'est inadmissible. Donc c'est vrai, alors, ça attire effectivement des gens parce que ils sont quand même rémunérés. Donc ça attire, on veut ces titres. Dernièrement, c'est ce qui s'est passé à la mosquée de Paris où on catimini entre ce qu'on appelle en France les copains et les coquins. Ils se mettent d'accord, et puis voilà, c'est moi qui vais prendre ce poste-là, toi qui prendras la prochaine fois, et pour l'instant tu restes là, etc. Donc c'est des magouilles en permanence. La communauté musulmane, elle est en dehors de tout ce qui se trame de manière cachée, et puis on met la communauté devant le fait accompli. Voilà. Et donc je veux dire, aujourd'hui, il est temps qu'on puisse modifier tout ça et changer, parce que le bilan il est catastrophique et dangereux. Il y a trop de fractures sociales qu'on met sur le compte des musulmans, et puis il y a certaines personnes très mal intentionnées qui poussent à la guerre civile. Et il y a le risque qu'on va à la guerre civile parce qu'on n'a pas les gens compétents. Ils devraient en principe être dans les médias pour faire
les droits de réponse, pour rectifier, pour expliquer. Vous n'avez pas un seul de ces soi-disant représentants, par exemple, et je vais terminer par ça, qui est allé s'opposer à Zemmour à la télévision. C'est des incompétents. Pourtant, Zemmour, il dit que des âneries. Il dit que des choses totalement fausses, qu'on peut rectifier calmement. Mais ils ne sont pas à la hauteur. Ils ont un déficit de communication et d'expression. Ils savent simplement, ils sont très compétents entre eux pour faire l'émulation pour avoir les médailles, par exemple. Alors là, ils sont très Tiens, parlons de ces médailles-là, parce que vous avez parlé de 3 mosquées, certes, parce qu'il y a un point commun, c'est le halal, mais il n'y a pas que ces 3 mosquées en France, hein. Comme vous le savez, il y a un grand nombre de mosquées qui reçoivent des subventions de pays étrangers, Maroc, Algérie, Turquie, et comme vous l'avez dit, Émirats. Et de ceci, ces mosquées-là sont présidées par des recteurs. Donc la question qui se pose, ces recteurs réellement, avec tout le respect que je dois à la personne, mais par contre, c'est quoi l'objectif, autant que tel, vis-à-vis des pays donateurs, de faire confiance à des gens qui n'ont aucune crédibilité auprès des fidèles? C'est-à-dire que ce sont des serviles dociles. Et les différents pouvoirs ont besoin de ces gens-là, parce qu'ils ont peur, effectivement, que puisqu'il y a souvent des problèmes au sein du pays maghrébin, surtout, un peu l'Orient, effectivement, sachant que dans leur pays, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, qu'il y a de l'oppression, etc. Plus ou moins, ça dépend des pays. Hein. Il y en a qui sont plus libres que d'autres, effectivement. Mais ils ont peur qu'ici en France, ça fasse écho et que les musulmans de France peuvent aussi leur demander des comptes sur la gestion de leur pays. C'est pour cette raison qu'ils ont tout un service d'espions, entre guillemets, hein, les services policiers. Eux, ils envoient leurs agents de sécurité structurer un peu ces mosquées, les surveiller, et puis de faire en sorte que ils ne peuvent pas s'exprimer librement et pourront jamais contester les pays d'origine. Vous ne trouverez jamais ces 3 mosquées dénonçant le manque de liberté dans les pays d'origine. Donc c'est pour cette raison qu'il y a cette intervention, ce qu'on appelle l'islam consulaire. Et donc on finance, et puis en même temps, il faut vous taire. Voilà, je te finance, mais tu t'écrases. Tu critiques pas. Sauf que on est en France. Voilà, sauf qu'on est en France, qu'il y a la liberté d'expression, ouais. et que peut-être, s'il y a des gens ici en France bien formés et qui peuvent contribuer à ce que ces pays-là sortent de leurs problèmes de développement et de liberté, parce que ceux qui bloquent tous ces pays arabo-africains, on va dire, qui sont sortis de la colonisation où les indépendances ont été un échec, c'est un problème aussi de liberté. Si les gens étaient beaucoup plus libres et vraiment avec un vécu démocratique, on n'en serait pas là. Mais le problème aussi, effectivement, c'est qu'en France, les autorités ne sont pas assez vigilantes pour dire, attention, vous êtes dans un pays de droit, d'obligation, que vous ne pouvez pas jouer avec les statuts des lois 1901 ou 1905, qui disent vous avez une obligation de transparence, vous avez une obligation de faire les assemblées générales, vous avez les obligations d'avoir des conseils d'administration, vous avez l'obligation de publier vos comptes et qu'elles soient approuvées, et qu'il y a des élections pour être responsables. Parce que c'est des gens qui ne sont pas élus, ils sont autodésignés entre eux. C'est comme le fameux CFCM. Donc d'abord c'est une structure qui a été créée par un ministre, c'est M. Sarkozy, qui d'ailleurs a écrit pas mal dans ses livres, parce qu'il écrit un peu sur ses mémoires, on va dire, où il fait que les critiquer, parce que c'est des serviles. Ils n'ont rien, mais il les a utilisés parce qu'il s'est dit peut-être qu'on va arriver à trouver une forme de représentativité. Mais ce CFCM, c'est un repère de gens qui sont mal intentionnés, mais qui viennent que pour leur intérêt personnel, pour occuper des postes honorifiques, on va dire, hein, parce qu'ils sont convoqués, ils sont invités dans des salons dorés, dans des ministères, mais c'est que du bluff tout ça. Alors ils arrivent quand même à glisser auprès de l'autorité pour avoir des médailles. Alors nous en avons, alors au CFCM, cet organisme créé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Sarkozy, et qui est basé sur le vote des mètres carrés, ils trichent tous, ils multiplient tous les mètres carrés pour des musulmans, mais bravo. Et puis c'est comme ça qu'ils arrivent entre eux à avoir des votes entre eux, on retrouve toujours les mêmes, mais ils ont presque tous obtenu des décorations. Que ce soit M. Moussaoui, M. Hafez,
M. Kbibesh, Boubacar, et j'en passe, et des pleins, ils ont tous soit la Légion d'honneur, ou l'Ordre national du mérite, pour rien. Tout ça parce qu'ils sont soi-disant représentants d'une religion. Mais monsieur, la religion, elle te permet pas d'obtenir des médailles, c'est pas le but d'une religion. Si tu veux obtenir des médailles, il faut les obtenir par ton mérite personnel, dans la société civile, pas dans le matière de religion, c'est trop facile. Donc, monsieur, il faut arrêter ça. Et ça, c'est la politique de l'indigénat. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment dénoncer tous ces comportements, parce que c'est de l'usurpation. Ils se mettent derrière une communauté qui ne le reconnaît pas. Donc, je veux dire, il faut arriver, à un moment donné, à les mettre en cause pour dire c'est à cause d'eux que ça va mal. S'il y a eu tout ce radicalisme, ces quartiers déshérités, où des hurluberlus propagent des thèses farfelues en matière de religion, où le superficiel, le vêtement, le ceci, le qamis, je sais pas quoi, est devenu plus important que l'essentiel, qui est le bon comportement, qui est les bonnes paroles, qui est celui qui s'implique dans la société, qui travaille pour la société, qui est utile à la société, comme a dit le prophète. Il a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est utile à la société. Que les valeurs travaillent, c'est pratiquement au même degré de l'adoration. Et là, on a laissé comme ça cette communauté mal informée, mal structurée religieusement, avec des prétendus religieux. Ils disent tout et n'importe quoi, mais c'est leur faute, c'est leur responsabilité. Ils avaient comme mission d'organiser l'islam de France. Ils n'en ont pas les compétences. Ils avaient, par exemple, c'était Villepin qui était Premier ministre, qui leur a donné la possibilité de faire la fondation de l'islam. Pendant 10 ans, ils n'ont rien fait parce que c'est des incompétents. Il a fallu que M. Cazeneuve récupère ce projet et mette à sa tête Chevènement. Aujourd'hui, c'est Ghaleb Benchir. Mais en plus, ça crée des tensions parce que tout le monde veut des postes, mais ils sont incompétents. Donc, je veux dire qu'ils ont été en échec dans ce domaine-là. Ils ont été en échec dans la communication parce que jamais l'islam n'a été aussi mal perçu. On dit tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. On insulte le Coran, on insulte Dieu, on insulte les musulmans, on les menace de les chasser de France. Il faut voir ce qui se passe. Ils ne réagissent pas. Ils sont incapables d'intenter un procès, par exemple, à des gens qui, sous anonymat, dans les réseaux sociaux, ils appellent au meurtre des musulmans. C'est tous les jours. Ils sont incapables de faire ça. Ils sont incapables, même entre eux, de pouvoir dire, écoutez, on va chercher des gens plus compétents. On va chercher les nouvelles générations, les générations françaises. Nous, on vient du bled. Eh ben, maintenant, on passe la main. Et on passe la main parce que nous avons des universitaires. Nous avons des gens extraordinaires. Mais ils sont empêchés de pouvoir accéder à cette représentation parce qu'ils se partagent le gâteau entre eux. Et il est temps d'arrêter parce que ça va à la ruine. Dernièrement, donc je parlais de cette mosquée de Paris. Nous avons Boubacar qui arrive à la fin. Il n'en peut plus. Il n'arrive plus à marcher. Vous le savez très bien. Il est très âgé. C'est un Bourguiba, on va dire. Donc il fallait le changer. C'est un Bouteflika non plus aussi. Donc il fallait le changer, mais on le change avec quelqu'un de la bande. On a même ce Hafez qui est déjà président de l'émission Islam du dimanche matin sur la télévision, la chaîne 2. C'est très médiocre, c'est très soi-disant intellectuel, mais ça n'apporte pas grand-chose pour la compréhension au niveau de la société basique. Ça n'apporte pas non plus par rapport à la communauté musulmane. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui la regardent. Donc lui-même, il a un bilan catastrophique au niveau de cette émission, où il a été autodésigné par Sarkozy. C'est Sarkozy qui l'a nommé en 2002. Donc ça fait 18 ans qu'il est à la tête de cette émission, et il se croit à vie. C'est-à-dire qu'il ne pratique pas la démocratie. On est dans un pays démocratique, mais on a des gens qui ont créé des petits califats dans certains lieux, dans certains territoires, et il se croit le roi à vie. C'est le cas de ce Hafez. Maintenant, il va se mettre à la mosquée de Paris, on l'a mis avec trafic. Voilà, on va se mettre là, et puis voilà. Alors il est là, il va être à vie, là, vous allez voir. En plus, il est vice-président du CFCM.
Justement, Monsieur, là, justement, si vous le permettez, Monsieur Younes Chérif, parce que là, vous avez évoqué un certain nombre de points qui rentrent dans mes questions, et vous avez parlé de cette histoire du CFCM. Avant de parler de cette arrivée de Monsieur Shamsuddin en tant que président de la mosquée de Paris, et aussi vice-président après l'arrangement avec Monsieur Moussaoui en tant que vice-président pour le CFCM, est-ce que vous estimez la dernière sortie de M. Moussaoui sous forme de communiqué après la déclaration de M. Zikri réussit ou pas en tant que première sortie médiatique devant un problème de taille? Le problème, comment peut-on réagir devant une réaction d'une gamine qui devient une affaire presque étatique? M. Moussaoui, comme ses collègues du CFCM, c'est un incompétent. Il est, depuis 2003, dans cet organisme, soit il est vice-président, il a été président, il a été président d'honneur, là il revient en tant que président. Mais vous vous moquez de qui? De vous-même, des musulmans? Vous n'avez pas l'approbation des musulmans, c'est ce qu'il faut leur expliquer. Ils sont vraiment dans une maladie, ces gens-là. Ils ont un comportement vraiment extrêmement, comment dire, qui pose problème psychologiquement. Comment vous êtes encore de nouveau président? Vous l'avez été X fois. En plus, vous êtes maladroit. Vous soutenez un monsieur Zikri qui a dépassé les 80 ans. Je me demande ce qu'il fait encore là, ce monsieur. Et qui est secrétaire perpétuel du CFCM depuis 2003. C'est scandaleux. Ici, soi-disant, il est porte-parole, il n'est pas instruit. Il est incapable d'écrire correctement, vous le savez bien. C'est pas une attaque personnelle, c'est une réalité. Alors pourquoi on ne fait pas venir des gens compétents? Et M. Zikri a dérapé, effectivement. C'est vrai que c'est choquant ce qu'elle a dit, là, c'est même abominable. Mais c'est une gamine de 16 ans complètement perdue déjà elle-même, elle est égarée. Vous savez très bien, elle est dans des comportements un petit peu bizarres. Donc, si vous voulez, cette gamine, elle est dans un réseau dans les réseaux sociaux, mais des gamines comme celle-là, des Mila, c'est des centaines de milliers dans toute la France. Et c'est là où je dis, s'il y a une inquiétude qui pousse, qui insulte tout le temps les musulmans et l'islam. Donc, elle a critiqué une religion parce que elle a eu un échange avec des gens aussi, des jeunes complètement farfelus, qui parlent aussi de religion alors qu'ils n'en ont aucune compétence, qu'ils n'ont aucune connaissance. C'est pas vraiment des musulmans. Quand on va dans ce réseau-là pour draguer une jeune fille, on n'est pas vraiment dans le comportement musulman. Et elle, par réaction, elle lui réagit, elle lui dit Wallah, on trouve Wallah, je sais pas quoi, et donc non, Wallah, c'est quelque chose, c'est une expression. Voilà, qu'on entend partout, même chez des non-musulmans. C'est comme Allahu Akbar, que même des gamins dans la récré s'amusent à crier ça pour faire les terroristes. Enfin bon, je veux dire, on est dans une situation lamentable. Et M. Moussaoui en est responsable. Et il va défendre des expressions, des écrits, des expressions de rue. T'as pas à parler comme ça, toi tu es représentant, soi-disant, du CFCM. Donc, sur qui compte le président éventuellement pour avoir un interlocuteur pour poser les jalons de l'islam de France? Tout à fait. Et en plus, il faut pas tomber au niveau de cette gamine. Que tu puisses dire, elle a eu des propos impolis, que pour une lycéenne c'est pas joli, que effectivement il y a un problème d'éducation. Arrête-toi là. Mais ne dis pas, c'est bien fait pour elle, qu'elle a eu des menaces de mort. Ça, personne ne peut l'accepter. Personne. Donc, essayez au moins de vous poser la question, M. Moussaoui, M. Zikri, d'abord de votre durée qui est trop longue. Il faut partir pour laisser d'autres compétences, d'autres générations, d'autres jeunesses, qui eux, ils auront le langage adéquat. Ils sauront s'exprimer. Et posez-vous plutôt la question, qu'est-ce qui a fait que cette gamine, elle a dit des choses pareilles? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce côté négatif de l'islam et du musulman qui fait peur. Parce que cette gamine, elle est convaincue que le Coran, il appelle au meurtre. Elle est convaincue que cette religion de violence. Exact. Donc, il faut qu'ils se mettent un petit peu, de se regarder eux-mêmes dans le miroir en disant, mais on va d'échec en échec et on continue. C'est pas normal. Il faut qu'on passe la main à d'autres personnes. Il y a des femmes et des hommes dans ce pays musulman qui sont très compétents, qui sont très instruits et qui seront redressés. Pourquoi? Parce que tout ce qui se dit est faux. C'est que des préjugés anti-musulmans. Mais nous avons, par exemple, tous les jours, pratiquement, sur CNews, un Zemmour qui dit n'importe quoi, qui critique tout dans l'islam et des musulmans. Il critique la civilisation musulmane. Il critique de tout. Dès qu'il peut, il est là pour critiquer. En principe, eux, en tant que représentants de l'islam en France, ils ont un droit de réponse.
C'est ce que font, par exemple, la communauté juive, la communauté même chrétienne, que quand il y a des choses qui sont dites, qui sont abusives, ben, ils vont sur les plateaux, ils rectifient. Mais là, on laisse ce personnage dire, alors qu'il a déjà été condamné 2 fois, c'est un délinquant. Il a commis plusieurs délits parce qu'il a été condamné 2 fois pour incitation à la haine raciale. Eh ben, la preuve, c'est que puisque ses représentants sont insignifiants musulmans, je parle, eh ben, CNews se permet de réinviter ce gars-là tous les soirs pour lui donner 1 heure d'antenne pour casser du musulman. Et eux, ils n'ont même pas un communiqué. Rien du tout. Ils sont cachés. Et d'ailleurs, il a été condamné parce que c'est d'autres organismes qui l'ont poursuivi, comme le MRAP, etc. C'est pas eux qui ont poursuivi. Eux, jusqu'à aujourd'hui, ils préfèrent faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire ils se cachent. Et c'est quoi la raison pour faire cette politique de l'autruche? C'est parce qu'ils n'ont pas les compétences. C'est tout? C'est tout d'après vous? C'est une histoire de compétences? Énormément, déjà. Parce que, si vous voulez, ils sont tellement faibles dans l'expression, dans la rectification, ils n'ont pas cette posture. Vous voyez, nous, on a un principe, dans l'islam, on connaît les gens qui sont bien éduqués, qui savent s'exprimer posément et qui, en quelques mots, vont réfléchir les gens qui écoutent. On n'a plus ça, vous voyez. Et on n'a plus, non, alors eux déjà, ils sont vraiment à un niveau, on va dire, très médiocre. Et même au sein de l'islam de France, on n'a pas vu émerger un théologien capable de, rien que par son apparence, par sa façon de s'exprimer, paisible et structurée, pourrait rassurer énormément de gens. On n'a pas encore eu ce genre de personnage. Je peux donner comme exemple l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a été beaucoup aimé par les Français parce que bien qu'il a combattu la France pendant 15 ans, arrivé en France, il a donné l'image de l'homme respectable, l'érudit musulman, instruit et qui a rayonné auprès des politiques, auprès des journalistes, auprès des religieux. Il était invité partout. Il avait des articles de presse extraordinaires qui faisaient l'éloge de l'homme de Dieu. Parce qu'il avait cette posture. Jusqu'à que Arthur Rimbaud, à l'âge de 16 ans, fasse tout un poème sur l'émir Abdelkader. Un poème qui va avoir le prix de l'Académie. De même que Victor Hugo. Victor Hugo va faire l'éloge de l'émir Abdelkader par rapport à Napoléon III qui était à l'époque l'empereur des Français. Donc vous voyez, c'est ça qui nous manque aussi. Je parle au niveau de la théologie musulmane. Exactement. C'est vrai, voilà. Il y a un manque. Il y a un manque réel. Hein. Voilà, il y a un manque. Alors il y a quelques-uns, qui essayent, tant bien que mal, d'essayer de pouvoir donner un autre aperçu de l'islam et des musulmans. C'est ce que fait, par exemple, Tarek Obrou. Même s'il est contesté par certains, il fait cet effort. Mais c'est un théologien, Tarek Obrou, c'est quelqu'un qui a des compétences, qui a écrit, qui a... Tout à fait. Et mais il est mal aimé, j'ai l'impression. Hein. Oui, il est mal aimé parce qu'il est un peu concurrent pour certains. Il y a Bajrafil aussi. Oui, qui a étudié quand même en Égypte, à la prestigieuse université Al-Azhar. Donc nous avons quand même comme ça des gens, moi je connais pas tout le monde, mais nous en avons ici aussi. Oui, pas grand chose par rapport à d'autres qui se disent, et qui reçoivent des subventions de taille, et notamment de l'islam consulaire, parce que cette notion, s'il vous plaît, en 2 mots si c'est possible, on parle de l'islam consulaire, on parle des fonds qui transitent, des fonds énormes de l'Algérie, du Maroc, de la Turquie, maintenant des Émirats arabes unis. Est-ce que la France ne surveille pas ces fonds, ou bien la France c'est une passoire? C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est dans le milieu associatif. Et alors? Je pense que ils ont des informations, ils savent tout. Tout est enregistré. Hein, vous n'ignorez pas que la France est un des États les plus administratifs possibles, très bien organisé, organisé. Donc il est au courant de tout ça. La seule chose, c'est que comme il y a une multitude d'associations, s'il n'y a pas des dépôts de plainte, c'est pas vraiment suivi et on fait avec. Voilà. Donc dépôt de plainte des membres de l'association. Des membres de la communauté pour leur dire vous n'avez pas le droit d'utiliser l'islam ou le terme de musulman si nous-mêmes nous ne sommes pas associés, si vous n'avez pas notre approbation, et on voudrait avoir de la transparence sur les financements et puis aussi sur le fait que vous ne pouvez pas toujours représenter les musulmans indéfiniment, vous n'êtes pas des membres à vie,
parce que ça fait, comme je vous l'ai dit, depuis... C'est recevable, une plainte comme ça? Ça peut être recevable, il faut que ce soit un collectif de musulmans qui va demander, par exemple, la transparence des revenus de la taxe halal. Parce que vous les recevez au nom. Parce que le ministère de l'Agriculture vous a donné cette habilitation au nom de l'islam, au nom des musulmans, mais à vous maintenant aussi d'utiliser cet argent à bon escient. Donc, donnez-nous les comptes. Comment vous êtes élus? Faites les assemblées générales. En principe, tout musulman a droit d'être membre d'une association musulmane. Ou alors, il faut qu'il change le nom de l'appellation. Il a l'association Hafez, là, à la mosquée de Paris, ou Captain, ou Meroun à Évry, etc. Donnez alors votre nom. Mais ne dites pas association musulmane ou islamique. Il faut que les gens qui sont de cette croyance puissent aussi avoir un droit d'accès. Et puis aussi, votre bilan. Parce que votre bilan, vous avez affaibli l'identité du musulman aujourd'hui. Et là, c'est un préjudice moral, hein? Alors que le musulman peut vivre de manière tout à fait en harmonie avec, dans un État laïque, avec la République. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit que c'est pas compatible. Donc, ils savent pas défendre ni le multiculturalisme, ni le fait que la France est devenue multiethnique. Alors, c'est vrai que on peut avoir des opinions différentes. Ça, c'est une bénédiction parce que ça permet d'améliorer, à condition que l'expression elle est respectée, que chacun puisse intervenir et qu'il y a une alternance des responsabilités. Vous pouvez pas toujours tenir ça. Il y a une nouvelle génération, on les voit jamais. Ils sont où les nouvelles générations? Les gens qui ont 40 ans, 30 ans, ils sont où? Qui sont nés en France? Qui ont 50 ans, ils sont où? Donc, alors qu'ils sont pleins dans les universités. Donc, il y a un problème ici. Il y a un fossé, monsieur Chérif Younes. Il y a un fossé, et c'est à cause de ces recteurs. Parce que c'est pas des gens compétents. Enfin, ces prétendus recteurs, communauté musulmane, elle peut vivre à l'égalité des autres communautés, dans un climat paisible, respecté par l'ensemble, parce que cette opinion, elle est travaillée négativement sur l'islam. Donc, il est temps vraiment de s'intéresser à ce qui se passe, et puis de corriger pour que l'opinion française nous voit plus avec sympathie que comme des gens qui sont pas intégrés. Alors que les musulmans sont en France depuis plusieurs générations, vous le savez. En plus, les musulmans, ils sont dans le tissu social, ils sont dans l'économie, ils sont dans la politique pour certains. Bien sûr. Et le problème, c'est que souvent aussi, on assimile ces musulmans français depuis toujours, pratiquement on les assimile toujours aux migrants qui arrivent, qui eux arrivent par nécessité, parce qu'ils sont dans des pays détruits, des pays où ils sont étouffés, qui arrivent en France, et ces migrants, quand ils sont en grande majorité musulmane, ils paraissent un peu isolés du monde moderne. Mais ça n'a pas à impacter la communauté musulmane. Chacun est responsable de ses actes. C'est comme les jeunes là, les jeunes qui ont menacé de mort, parce que c'est le langage des gamins, parce que Mila, on dit qu'elle a 16 ans, cette gamine qui a insulté l'islam, mais le dieu de l'islam, on va dire. Mais les jeunes qui lui ont répondu, ils ont 16 ans aussi. C'est leur façon de parler de ce qu'on pense. Le problème, c'est qu'il y a une résonance qui dit que c'est la communauté musulmane qui réagit au propos de Mila. Non, c'est quelques petits gamins qui sont responsables de leurs actes. Ce n'est pas la communauté musulmane qui est responsable de ces actes-là. C'est ce qu'il n'a pas su dire, M. Zekri. Au lieu de dire que les termes sont inappropriés et que nous condamnons cette façon de parler, mais nous appelons pas au meurtre de la jeune fille parce qu'elle a dit des choses comme ça. En plus, comme je vous l'ai dit, si cette gamine de 16 ans, elle parle comme ça, imaginez le reste. Ça veut dire qu'ils sont contaminés. Ça veut dire que cette opinion publique, elle est quand même dans des pensées par rapport à l'islam et aux musulmans totalement erronées. Elle croit que c'est l'islam qui pousse à la violence. Ouais, cette gamine. Effectivement. Eh ben, il faut la rectifier. Et pour ça, il faut d'autres compétences, d'autres personnes, d'autres femmes qui vont enseigner l'histoire des musulmans en France, qui vont parler de l'identité musulmane et de la République, parce que c'est totalement compatible. Et par exemple, je vous donne autre chose, puisque nous sommes vers la fin, ils doivent s'adresser aux musulmans comme aux non-musulmans. Et puis aussi, il est temps de lutter aussi contre cette radicalisation qui se propage encore aujourd'hui dans les quartiers, où on menace des jeunes filles parce qu'elles portent pas le foulard, etc. On les insulte, ce qui est inadmissible. Un musulman n'insulte pas une gamine parce qu'elle porte pas le foulard.
c'est pas son problème. Il a qu'à s'occuper de lui-même. Et la plupart, ils sont en bas des murs, ils travaillent pas, ils sont au chômage, ils vont toucher les différentes allocations que leur donne l'État français et que les gens qui se lèvent tôt, comme disait Sarkozy, pour pas le paraphraser, qui se lèvent tôt pour aller gagner leur vie, c'est eux qui financent ces différentes institutions qui après donnent les allocations à ces gens-là. Donc c'est des assistés. Moi je peux pas accepter qu'un jeune qui a 22 ans ou 25 ans ou 30 ans soit encore assisté depuis des années par des allocations. Il faut qu'il aille travailler. C'est une obligation le travail dans l'islam. Bien sûr. Donc si vous voulez tout ça, il faut l'enseigner, il faut l'expliquer. Et je voudrais saluer, puisqu'on est à la fin de l'émission, Albert Camus qui a été le prix Nobel de littérature en 56-57, qui était un grand homme, qui était vécu en Algérie, qui s'est toujours défini comme algérien, et qui a toujours défendu la minorité. Il faut qu'aujourd'hui, par exemple, si on était bien structuré, cette communauté musulmane parle d'Albert Camus parce que ça fait 60 ans qu'il est décédé. Il est mort dans un accident de voiture le 4 janvier 1960. Eh ben, on a des textes extraordinaires sur les musulmans de Albert Camus. Ben, il faut les mettre à l'honneur, il faut les enseigner, il faut les diffuser. Et ça, c'est un déficit qui nous porte énormément préjudice parce que nous n'avons, encore une fois, tous ces recteurs, tout ça, c'est de la foutaise, c'est de l'usurpation. Ils doivent passer la main et qu'ils arrêtent de se faire appeler recteurs. Par exemple, vous prenez chacun d'entre eux, il est président de X trucs. Le Hafez, il est président de partout. Parce que nous avons cité l'émission de l'islam, nous avons cité le CFCM. Une dernière question parce que le temps presse, monsieur Younes Chérif, concernant cette affaire de la mosquée de Paris. Vous savez, tout le monde a entendu par rapport à cette arrivée et cette élection qu'il y a eu à la mosquée de Paris. Beaucoup de dire, concernant cette élection. Même l'autre côté de la mer était considéré, comment ça se fait, un avocat du Polisario, donc l'entité séparatiste au Maroc, et ce monsieur était leur avocat, et tout le monde a été contre, et du coup, au lendemain, même pas une semaine après, on voit que monsieur l'avocat du Polisario dit à monsieur Moussaoui le Marocain, vous êtes mon frère et je vous laisse la place pour présider le CFCM. Qu'est-ce que c'est que tout ça, d'après vous? C'est des tractations de copains et de coquins. C'est inadmissible. C'est un homme politique, ce monsieur Hafez. Il n'a rien à faire à la mosquée de Paris. C'est un homme politique, effectivement, engagé du côté du Polisario. C'est sa liberté. Mais à ce côté-là, qu'il reste politique, qui ne mélange pas la religion. Il a été, par exemple, président du comité de soutien au 4e mandat de Bouteflika. Et il est encore, alors que c'est une action éminemment politique, c'est-à-dire qu'il est partisan du clan du FLN qui a mené ce pays, l'Algérie, à la ruine, et il vient ici tirer profit de l'islam et de la religion musulmane, alors que c'était un haut fonctionnaire en Algérie. Il a fui pour des raisons économiques ou je sais pas, parce qu'entre-temps, il est devenu avocat de l'ambassade, du consulat, donc il est toujours au sein de ce parti. Ce type-là, ce monsieur Hafez, c'est l'islam consulaire, trafiqué et tout ce que vous voulez, qui est à la tête d'une mosquée de Paris, qui quand même a toute une histoire, a tout un prestige. Elle a été construite en 1920 parce que la guerre 14-18, des centaines de milliers de musulmans sont morts. En 1920. Oui, 1920, ça a été fait pour récompenser. Ouais. C'est-à-dire que quand les musulmans mouraient sur les champs de bataille, à Verdun et ailleurs, sur le chemin des Dames, il y avait des problèmes de sépulture, il y avait des problèmes de religion. Il n'y avait pas de mosquée à l'époque. Donc, on va créer la mosquée de Paris. C'est les généraux de l'armée française, par reconnaissance. Et notamment le fameux Lyoté, vous connaissez, qui était au Maroc. Oui, justement, voilà. Parce que là, lorsqu'on rentre dans cette mosquée, on voit, il y a beaucoup de plats, de zélige marocains. Ah, c'est marocain. Et puis, d'ailleurs, des premiers imams vont être marocains. Ensuite, l'Algérie c'est surtout la France qui va donner cette mosquée aux rapatriés d'Algérie. Donc, les rapatriés musulmans, les Français musulmans, les harkis. Et puis, le père de Boubacar, en 1982, va trouver une manipulation pour transférer la tutelle à l'Algérie. Voilà. Mais au départ, c'était
les Français musulmans rapatriés, de même que les missions religieuses du dimanche matin, elle était tenue aussi par les rapatriés musulmans, Bentabet, monsieur Bentabet, et ensuite, après, ça a été récupéré par les Hafez et autres qui ont bénéficié de ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, pour terminer, et ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir plus tard. Oui, bien sûr, avec plaisir. Que tout ce qui a permis aussi l'émergence de l'islam en France, c'est les harkis. Et ça, on l'oublie souvent. Les harkis qui étaient les supplétifs de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, plus ou moins enrôlés, bon ça c'est un autre domaine à parler, c'est eux qui, une fois arrivés en France, vont revendiquer l'islam. Vont revendiquer par exemple les carrés musulmans. Les premiers carrés musulmans, c'est les carrés de harkis. Après, ça va être étendu aux immigrés musulmans. Et tout ce qui est halal, par exemple, les premières boucheries halal, c'est les harkis. Les premières mosquées, c'est les harkis. Donc, ils ont bénéficié de tout ça. La première représentativité, et ça, c'est l'objet de notre émission, la première représentativité des musulmans de France, elle a été demandée par les harkis, par les associations harkis. Et c'est pour ça que le premier conseil qui va se faire représentatif, c'est le CORIF. On est au début des années 90, et c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Jox, oui, qui va mettre en place le CORIF. Le CORIF, il va être la dominante des rapatriés des Français musulmans, notamment Chabaga, qui est un de ceux qui ont fondé la mosquée de Lyon, Boualem, la famille Boualem, qui est la famille du Chaga Boualem, qui était un des chefs des harkis, et qui va faire partie de ce CORIF, et beaucoup d'autres dont je parlais des noms là-dessus. Mais donc c'était une dominante des rapatriés avec des immigrés inclus dans cette représentativité, et ce CORIF qui après va se transformer plus tard en... Il y avait des immigrés dans ce CORIF ou bien ils étaient tous des harkis? Il y en avait quelques-uns, mais c'était une dominante harki rapatriée. Parce que là, le jour où j'ai passé monsieur Khalil Mroun dans l'émission, il m'a parlé, il faisait partie de ces gens-là, à l'époque. Lui, il avait été coopté parmi eux, effectivement. Et d'ailleurs, il y en a un d'entre eux qui m'a dit, monsieur Meroun, c'est un bandit. Pourquoi? Parce que Romain, si tu veux, eux, ils étaient dans un islam respectueux, où il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de soucis, on travaille, tout ça, et donc ils ont mis en place beaucoup de choses, notamment, par exemple, les repas halal dans les prisons, ils allaient visiter les prisons, les repas halal dans l'armée. Donc l'armée, ils avaient aussi des portions, enfin, quand un soldat est en manœuvre, il a sa portion, enfin son repas, et il y avait des repas halal, etc. Donc ils ont beaucoup travaillé quand même là-dessus. Ils ont fait des choses, Ça c'est tout premier, c'est le CORIF. Après, ça a été transformé avec Chevènement. Il y a eu d'autres ministres aussi de l'Intérieur, jusqu'à aboutir à cette forme du CFCM. Voilà, mais c'est issu de là. En tout cas, monsieur Chérif Younes, merci infiniment de cet éclairage très 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 important, et surtout dans cette période, merci. Surtout cette période qui est tout sauf clair et net. Donc c'est une période très difficile où l'islam est bafoué, où les représentants de l'islam sont presque absents en termes de communication positive. Vous avez évoqué les points clés qui ont attiré mon attention. Il faut rajeunir un petit peu l'équipe dans ces mosquées, notamment les recteurs. Il faut demander des comptes par rapport à la taxe halal. Tout musulman a le droit de demander des comptes parce qu'on perçoit ces taxes halal au nom de musulmans. Ça, c'est important à le signaler. Possibilité de porter plainte aussi auprès du parquet pour savoir qu'est-ce qu'il en est de cet argent. Aussi, ces recteurs qui sont incompétents, et il est temps de laisser la place aux jeunes. Il n'y a aucune place pour la femme, il n'y a aucune place pour les Français convertis. Et tout simplement, les choses rentrent dans l'ordre parce que on est en plein déroute et un fossé grandissant prend de l'ampleur, notamment entre les intellectuels et ces soi-disant représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes. Monsieur Chérif Younes, universitaire de renom, merci infiniment et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel à tout moment que vous le souhaitez. Et c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Ma salama. Arc-en-Ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.